L'UFC Paris, c'est le rendez-vous annuel pour tous les fans français. La différence dans ses frappes. Gagné alors. Oh, il est avec le chaos instantané. Il n'y a plus rien. Il se laisse terminer. Benoît Saint-Denis, 12 victoires, 12 finalisations. Bienvenue dans le top 15. Et cette 4ème édition pourrait bien être le théâtre du renouveau de Benoît Saint-Denis, ou bien de sa sortie du top 15. Et pourtant, il était le combattant français le plus en vue après les déconvenues de Cyril Gane. Et il a tapé. Il a fait taper en 2 secondes. C'est pas vrai. Avec un taux de finish de 100%, il assurait le spectacle que les gens voulaient. Après 2 défaites face à Dustin Poirier et Renato Moicano, et une victoire sans réel challenge face à Kyle Prepolec, Et il va taper, c'est terminé. C'est une victoire de Benoît Saint-Denis. pour la première fois, BSD n'a plus le choix. Il doit gagner. Et même s'il a l'habitude d'affronter des Brésiliens, le défi qui l'attend le 6 septembre est, je pense, le plus grand défi de sa carrière. Après Dustin Poirier, bien évidemment. Mauricio Ruffi, un combattant des Fighting Nerds, tout simplement la meilleure équipe brésilienne du moment, et qui n'a connu qu'une seule fois la défaite en 13 combats. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de l'UFC Paris 4, et plus précisément du combat entre BSD et Mauricio Ruffi. Mais tout d'abord, comment BSD est passé du combattant préféré des Français à un combattant qui fait débat? Pour Benoît, ça a été vite. Vraiment très vite. Arrivé à l'UFC seulement 2 ans et demi après ses débuts professionnels, et alors sur une série de 8 victoires pour 8 finishes, il sera accueilli par un Brésilien dopé en 77 kg. Saint-Denis livrera un combat où il montrera toute sa résilience et sa capacité à ne pas tomber KO. Un guerrier, hein. Il y va, main baissée, il recule pas. No surrender. God of War était né aux yeux du grand public. Avec un passé militaire dans les forces spéciales, les Français accrochent tout de suite au personnage. Il a dans son encadrement Daniel Voirin, un coach français considéré comme un des pionniers dans le monde, et qui a été dans les coins de véritables stars comme Dan Henderson, Lyoto Machida ou encore Anderson Silva. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que Benoît ne va pas du tout se laisser abattre par cette défaite. Il va enchaîner 5 masterclass en à peine 1 an et demi. Bref, il y a un background, des finishes, et il est dans la plus grosse catégorie de l'UFC. Logiquement, les médias s'emparent du phénomène, et en 2 ans, il devient une véritable star. Et même si je me rappelle que pour les combats de Bonfim ou Moises, certains fans doutaient de la victoire de Benoît, la plupart le voyaient déjà aller très très haut dans le ranking. Et l'UFC aussi. Le 9 mars 2024, on lui propose un combat contre Dustin Poirier. Une légende de la catégorie qui vient tout juste de perdre pour le titre BMF face à Justin Gaethje. Gaethje fans being heard from now, about a minute gone by, round 2. Justin Gaethje head kicks Dustin Poirier into the stratosphere and wins the BMF belt. Mais pour autant, Dustin est toujours 3ème de la catégorie, et une victoire permettrait à Benoît, alors 12ème, de faire un énorme bond en avant vers un title shot. La hype autour du combat est dingue, au point où même les médias traditionnels en parlent. Il s'appelle Benoît Saint-Denis, il est l'une des figures montantes du MMA, ce sport qui mêle plusieurs arts martiaux. Et c'est le monde qui regarde Benoît Saint-Denis aujourd'hui. Et malheureusement, si tu suis le MMA, tu connais déjà le résultat. Malgré un énorme premier round et une très bonne entame du second round, Allez, il enlève le bras pour passer le crochet, magnifique. C'est bien fait. Allez, il est dans le dos. Il a pris le dos. Il est sur le bras. Ah, le bras est pas dans l'axe. On n'a pas le bon angle. Pas 1 minute du deuxième C'est fou. round. Il est déjà dans le C'est fou ce qui est en dos. train de se passer. Benoît tombera KO. Défendre les mains sur cette guillotine. c'est bon. C'est bien, montez les mains, montez les mains. Oh non. Non, il est out. Évidemment, les premières critiques pleuvent, on reproche à Benoît ce côté guerrier qui va à la bagarre en ne se protégeant pas assez, sauf qu'on apprendra quelques jours plus tard que Benoît souffrait d'un staphylocoque. C'est quoi un staphylocoque? C'est une infection bactérienne qui peut être très grave. Et pourtant, elle est assez commune dans le monde du MMA ou du JJB. Elle cause généralement des boutons purulents ou des abcès et peut même conduire à une septicémie si elle n'est pas traitée à temps. On est donc obligé d'être sous traitement antibiotique. Et je vous laisse imaginer un traitement antibiotique avec un cutting de 10 kg en plus. Forcément, t'arrives pas très frais au combat. Malgré la défaite, c'est quand même le combat de la soirée et même du mois. C'est un stop dans la carrière de BSD, mais il était malade face à une légende et il dominait clairement le combat. La défaite, elle est relou, mais elle a pas encore vraiment entaché l'image de Benoît ni son ranking dans la catégorie. 6 mois plus tard, c'est l'UFC Paris 3, et Benoît est main event. Il fera face au 11ème de la catégorie, Renato Moicano. La soirée se passe à merveille et tous les Français à l'exception de Kevin Jousset
ont gagné. Benoît est largement favori. Sauf que cette fois, Daniel Voirin ne sera pas dans son coin. Daniel, est-ce que c'est un arrêt définitif avec Benoît ou une pause? Non, c'est définitif. Ok. Il y a 0 pause. D'accord. Il n'y a plus... non, il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Ah ouais. Ça vient pas de moi, c'est définitif. D'accord. Pas de retour. Ok. Une fenêtre se ferme, une autre s'ouvre. En effet, quelques mois auparavant, le coach avait annoncé la fin de leur collaboration sur une décision unilatérale de Benoît. Depuis plusieurs mois et grâce à son nouveau statut, de meilleurs contrats de sponsoring et des contrats financiers, Benoît a pris la décision de retourner vivre à Bayonne et de faire venir son staff et ses sparring là-bas. Une distance et des désaccords financiers qui sont venus pourrir leur relation. Ah, il manque le chèque, là, le chèque final qui n'a pas été donné encore. Ouais. D'accord. Bah, espérons que... Voilà, donc Benoît, n'oublie pas de me donner mon dû, tu vois. J'accepte les cartons de crédit. C'est plutôt perçu comme une mauvaise nouvelle par les fans. Et le combat contre Moïcano va le prouver. On sait un Benoît de très bons middle kick, son striking qui ne cesse de s'améliorer. Attention, il a pris un coup là. Ouais, Le middle kick. Et tout de suite, regardez. Moïcano tout de suite qui vient chercher. Ouh là là, la vitesse d'exécution de Moïcano, magnifique. Benoît va se faire dominer très durement pendant tout le premier round. Ouais, et on repart remonter. Oh là là, les coups de coude là, très dur. Attention, oh là, Benoît il prend des frappes. Attention. Et alors que Benoît vient clairement de prendre un 18, on va assister à un autre round surréaliste de la part de son coin. Benoît, c'est ton moment. Faut que tu t'excites. Benoît, this is your moment. You gotta get excited. Allez, c'est ton moment, mec. Come on, it's your moment. Drink, have a drink. Benoît, c'est ton moment, réveille-toi. Benoît, it's your moment. Wake up. Come on. Ça n'échappera pas aux spectateurs. Aucun conseil ne sera donné à Benoît et il va devoir réajuster lui-même pour le second round. Surprised he made it out of that round, but he did, which was impressive. Is a testament to his heart and will. There's good takedown defense. Yeah, really good. Il parvient à gagner le second round, mais son œil a pris trop de dégâts. C'est arrêté. C'est terminé, l'œil droit est complètement fermé, il ne voit pas. Outre la défaite assez violente, l'interview sur Click qui suivra est une véritable catastrophe en termes de communication. J'ai dû apprendre au premier round et ça, c'est pas acceptable à ce niveau-là. Je pense que dans le futur, j'irai plus au combat sans game plan. Voilà. Qu'est-ce que vous devez changer pour le futur? C'est ça, juste mettre en place plus des stratégies précises et vraiment mieux analyser l'adversaire pour me limiter pas mal de choses. Évidemment, ça fait le buzz, et Moïcano de son côté postera lui des vidéos de ses entraînements où il avait tout prévu. We watch a lot of Benoît Saint-Denis fights. He's so aggressive fighter, so strong, knockout power, and we knew that we could not give him a great distance, a distance for the punch. So Moïcano put the guy down fast and could control him on the ground. Great knees, great elbows, great elbows on the ground and great cuts. Bon, et vous connaissez les MMX de Twitter, ça va être un carnage. Daniel va quant à lui en rajouter une sauce supplémentaire dans de nombreux médias. Donc il y avait des game plans, hein. Ça faut le dire. Parce que une fois je reçois Daniel, qu'est-ce que tu fous? Tu mets pas des game plans en place. Si, il y avait des game plans. Arrêtez vos conneries. Début 2025, Benoît annonce qu'il a un nouveau coach en la présence de Nicolas Haute. Il rejoint donc une écurie grandissante avec Nassourdine, Baki ou encore récemment William Gomis. Et il doit faire face à Joel Alvarez en mai 2025. Un combattant espagnol ultra solide qui s'annonce comme une véritable plaie pour Saint-Denis, avec 22 victoires pour 25 combats. Mais surtout également 100% de finish. Et ouais, c'est impressionnant. Ça s'annonce chaud et beaucoup voient BSD perdant. Mais l'Espagnol se blessera et ce sera finalement Kyle Prepolek, un combattant canadien qui n'est même pas dans le top 100 mondial, qui prendra la suite. Évidemment, sans grande surprise, BSD s'imposera logiquement, mais sans réel enjeu, sa situation reste au point mort. J'ai volontairement éclipsé toutes les déclarations de soutien aux chaînes de la TNT comme CNews et son attachement à la religion chrétienne et à la France, dont certaines personnes sur les réseaux se servent pour lui prêter des appétences à l'extrême droite. Déjà parce que c'est un angle que je trouve vraiment pas intéressant, et parce que je suis là pour parler de sport et pas de religion et de politique. Mais force est de constater que ça constitue un grand nombre de critiques, et que ça influe énormément sur son image. Bref, toujours est-il qu'aussi flamboyante et rapide ait été son ascension, Benoît est maintenant dans une situation plutôt délicate. Et beaucoup de personnes l'attendent au tournant. Et ce tournant, justement, c'est Mauricio Ruffi. One Shot, c'est son surnom, et il l'a clairement pas volé. Sur 12 victoires, il y en a
11 par KO. Et il n'a connu que 2 fois un 3e round dans toute sa carrière. Avec son style taekwondo, karaté un peu créatif, il n'y a pas à dire, les combats de Rufi c'est toujours du spectacle. Il fait partie des Fighting Nerds, qui a été élu meilleur club de MMA en 2024 au MMA Awards, et dont fait partie Caio Borralho qui affrontera Nassourdine le même soir. Ouais, on va littéralement avoir le main event et le co-main event entre deux gyms, à savoir les Nerds contre Nicolas Haute. Et ça on adore, ça rajoute le petit piment sur le storytelling. D'ailleurs si tu souhaites en savoir plus sur la création des Fighting Nerds mais aussi sur leurs combattants, j'ai fait une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à aller la voir, je vais la mettre en description, et au passage on s'abonne, on like, on met un petit commentaire de soutien, c'est gratuit, rapide et c'est une énorme source de motivation pour la chaîne car toutes mes vidéos sont démonétisées. Merci à tous ceux qui le feront. Rufi vient tout juste d'être annoncé comme top 15 de la catégorie, et dans une optique commerciale comme l'a toujours fait l'UFC, c'est bien Benoît qui doit servir d'étape pour valider la présence de Rufi parmi les meilleurs de la catégorie. Et même si on l'a largement vu dominer Murlaki ou Green, il y a quelques combats qui peuvent servir de référence. Sa première défaite notamment contre Manuel Souza, ou encore son combat en welter lors des Dana White Contender Series contre Raymond Magomed Aliyev. Et plus récemment le combat contre James Luntop qui a prouvé que si on encaisse les coups, on peut gêner Rufi. Bref, Rufi c'est un style explosif, une très bonne gestion de la distance et un instinct de tueur dans l'octogone. Et il est clairement annoncé comme favori pour ce combat. Mais alors, Benoît a-t-il une chance de gagner? BSD et Rufi c'est un affrontement entre deux guerriers qui débutent leur combat très fort et qui vont chercher le finish. Et même si Benoît est connu pour son style guerrier en striking, un peu trop parfois même... Benoît, écoute ce que je te dis, arrête de te bagarrer. T'es plus technique que lui, reste concentré, pas de bagarre, à la moyenne je veux pas avoir de bagarre. C'est bien son grappling qui lui permet de finir les combats après avoir épuisé ses adversaires. Et il va taper, c'est terminé, c'est une victoire de Benoît Saint-Denis. On a donc là une opposition de styles qui me paraît super intéressante. Pour commencer, analysons un petit peu les physiques. Benoît et Mauricio font tous les deux partie de la moyenne plutôt haute des combattants en termes de taille. 1m80 tous les deux, mais un avantage d'allonge de 5 cm pour Rufi. Une donnée qui est plutôt importante en striking afin de stopper l'avancée de son adversaire. Rufi est quelqu'un de plutôt calme et il fait très attention à cette gestion de la distance. Il a une garde façon karaté assez semblable à celle de Conor à la grande époque. Une garde qui laisse des ouvertures mais qui permet de connecter rapidement dès que l'adversaire avance. Et pourtant Benoît va avoir besoin d'avancer pour tenter de le mettre au sol. Et même dans ce compartiment, s'il n'est pas lutteur, Mauricio a une très bonne défense de cage control qui est assez impressionnante. Je pense donc qu'il va falloir l'éloigner de la cage, mais ça Benoît, il sait faire. Les entrées en lutte seront donc une clé importante du combat. Rufi n'a jamais vraiment rencontré de lutteur ou de grappleur du niveau de Benoît, et je pense que si Benoît applique le game plan mis au point par Nicolas Haute, gros calf kick, don't get ahead of yourself, et ensuite on rentre sur la kick the legs, au sol, and then you go to wrestling. C'est pas grave, on continue à garder position, mais la pression de hanche, ça devrait bien se passer. Si on regarde la seule défaite de Rufi, c'est un KO intervenu sur un enchaînement corps-tête. Principalement dû à cette garde basse qu'on compare justement à Conor. De mon point de vue, il y a donc plusieurs schémas qui peuvent se dessiner. Schéma 1, BSD va à la bagarre et ça risque de mal se terminer pour le français. S'il n'arrive pas à toucher le brésilien, qui lui pourra faire un gros travail de sape en kick, en maintenant une distance gênante pour le français. Schéma 2, Benoît est attentiste et tente de créer de bonnes entrées en lutte, qui permettront d'amener Rufi au sol pour chercher la soumission ou un finish en grand endpoint, ou de le fatiguer pour réduire son efficacité de striking si jamais Rufi arrive à se relever. Et de limiter surtout tous ces moves un peu bizarres de coups de pied retournés, etc., qui peuvent être très dangereux. Schéma 3, le pire je pense, un scénario un peu à la Poirier où Benoît domine clairement le combat avant de se faire éteindre dans un échange pas forcément nécessaire de striking. Honnêtement je vois quand même Benoît sortir vainqueur de ce combat.
et c'est une bonne chose. Il en a besoin, car sa défaite contre Moïcano lui a fait beaucoup de mal. Et battre un tel prospect Ruffy avec la manière est capital pour se lancer dans la course au top 10. Et qu'on soit clair, la shitstorm qu'il a traversée est injuste. Le mec a combattu 10 fois en 4 ans, offrant à chaque fois des finishes sans jamais refuser personne. On ne peut pas changer l'histoire, mais je suis prêt à parier que sans son staff, il aurait battu Poirier et ça aurait changé beaucoup de choses. La défaite contre Moïcano est, je pense, une véritable erreur à la fois dans le choix de son encadrement suite à la séparation avec Voirin, et aussi le résultat d'une pression de main event mal gérée ou d'un combat pris par-dessus la jambe. Mais dans le top 15 de l'UFC en 70 kg, il y a personne qui rigole. Et il ne faut pas oublier qu'il est super jeune dans le milieu, et oui, bien entendu, tout le monde fait des erreurs de parcours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut représenter la France au plus haut niveau, et ça pour le plaisir des fans. La déception qui suit, c'est d'avoir fait du mal un petit peu aux gens qui me suivent. Après, les gens qui me suivent, ils savent que ce sport, il est dur. Ils me suivent aussi pour ça. C'est un sport qui déclenche beaucoup d'émotions chez les gens. Et ça, on se doit de le respecter. Ce qui est sûr, c'est que Benoît se doit de marquer un grand coup à Paris. S'il veut aller chercher des mecs comme Gamrot, Pimblet ou encore Tsaroukian, il faut qu'il montre qu'il est de retour et qu'il est impitoyable. Et ce serait aussi pas trop mal qu'il puisse esquiver Alvarez le plus longtemps possible. Ouais, je sais pas pourquoi, je le sens vraiment pas ce match-up. Bon après, c'est que mon avis, mais laissez-moi vos pronostics dans les commentaires. Historiquement, les événements à Paris ont toujours été de grosses réussites pour nos combattants français. Se contenter de gagner alors. Oh, il est le chaos instantané. Le chaos de folie. Avec parfois des match-ups avantageux et l'envie de performer devant son public qui peut donner des ailes. Mais là, il est clair que certains combats s'annoncent très chaud. Le Belge Losane Keita va être accueilli par Patricio Pitbull, un vétéran de la catégorie. Fares a encore affaire à un adversaire moins bien classé et inconnu du grand public, mais qui est plutôt solide. Et William Gomis a un nouveau défi à relever avec Robert Ruchala. Les enjeux sont multiples car Gomis joue peut-être sa place à l'UFC. Et si vous voulez mon avis, c'est pas un hasard s'il a rejoint la team de Nicolas Haute très récemment. Et bien entendu, Nassour et Benoît doivent couper la hype des Fighting Nerds, avec pour objectif principal de placer Nassourdine en challenger numéro 1. Car Dana, pour le moment, il semble plutôt lui préférer régner de Reader pour un title shot face à Ramzat. Du coup, Nassour n'a pas le choix, il doit pondre une masterclass pour ne plus laisser de place au doute. Et comme on l'a dit plus tôt, Benoît doit se relancer dans la course au top 10 avec une grosse performance également. Et non, je me fais pas vraiment de soucis pour Oumar Sy les mecs, je l'ai pas oublié. Je pense que ça va être un très bel événement, et c'est plutôt cool. Que de telles cartes puissent être faites avec des absents comme Morgan, Cyril ou Manon, bah ça veut dire que la France est en train de s'installer convenablement à l'UFC, et que des portes vont s'ouvrir pour les combattants français. On l'a vu tout récemment avec la participation de Mathieu Leto Duclos au Dana White Contenders, et je pense qu'il y en aura d'autres bientôt. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, n'oublie pas de commenter, liker cette vidéo si jamais elle t'a plu, tu peux aussi la partager à tes proches, et si jamais t'es parvenu jusqu'ici, commente « Vive le MMA français !» N'oubliez pas de vous laver, peace!